Jonathan Barranger et Antoine Choplin. On va changer de registre. Avec Joël, on essaie d'associer les auteurs pour constituer ces duos. Des fois, c'est un peu acrobatique. Et là, en ce qui vous concerne, on va dire que il y a une telle différence d'écosystème romanesque, d'écriture, que ça peut paraître artificiel, mais quand même, c'est peut-être ce qui vous unit, c'est l'idée de la communauté et l'idée du parcours aussi, du trajet, puisque chez Jonathan Barranger, on va traverser les États-Unis, enfin une partie des États-Unis, en compagnie d'une urne funéraire, et chez Antoine Choplin, on va traverser les montagnes pour aller rejoindre un nord-est mythique, fantasmatique et réel à la fois. Donc peut-être ces deux idées de groupes humains comme ça qui vont accomplir un périple, un parcours avec une dimension spirituelle et peut-être sacrée de certaine façon. Alors, Jonathan Barranger, c'est votre deuxième roman, ça s'appelle Don Creux est mort, c'est chez Champvallon et le premier roman s'appelle Chocolate City. Se passait déjà aux États-Unis, à New York, et c'était déjà l'histoire d'une communauté, d'une certaine façon. Donc il y a peut-être un fil un petit peu ténu entre vos deux textes. Oui, c'était une communauté la première fois. Là, il s'agit plutôt d'un club, hein, parce que c'est une communauté très fermée. Hein. Presque une secte, d'ailleurs. La moitié des membres sont déjà morts hein, ou disparus, donc c'est... Oui, avec des aspects un peu sectoïdes, hein, bien sûr. Ouais. Alors, comment résumer ce texte ? J'ai pas envie de le résumer parce que c'est mission impossible, mais peut-être d'en donner l'esprit. J'ai envie de dire, c'est un roman picaresque. Ouais. Il y a plein de mésaventures, d'aventures, de digressions, de personnages. J'ai l'impression que les personnages sortaient du fond du théâtre comme ça, manipulés par le démiurge romancier que vous êtes, hein, et débarquaient dans l'histoire pour apporter un enrichissement. Je pense par exemple à ce lord un peu étrange. Lord Amandine, par exemple, qui déboule avec sa complice, etc. Donc, pour resserrer un petit peu sur ce que les lecteurs attendent de l'intrigue, dire que c'est un club, en effet, autour d'une avant-garde artistique qui a existé dans les années 60, 70. Voilà, je vous laisse en dire deux mots. Le milieu des années 60, avant-garde qui s'est appelée les psychobataves. Psychobataves, retenez bien ça. Ouais. Dont la durée d'exercice, c'est... alors c'est assez précis, parce que ce sont des gens qui occupent un peu un interrègne entre deux périodes de l'histoire américaine, entre la période Eisenhower-Kennedy, une période à laquelle ils restent très attachés, parce que ils l'aperçoivent comme une société aux lignes claires, en fait, l'architecture, la mode, le cinéma. Et c'est une société conventionnelle, et ils sont très attachés aux sociétés conventionnelles, mes personnages, parce qu'ils avaient le sentiment que c'est dans des sociétés pareilles que les marges pouvaient être fiers d'être des marges et ne pas être aimantés par un désir majoritaire. Donc coincés entre cette période et l'avènement de la contre-culture, entre, disons, le festival de Montreux de 67 et puis Easy Rider 69. Et donc ils occupent ce bref espace-temps entre 64-67, quoi. Et donc dans le roman, ils ressurgissent à l'occasion de la mort de l'un des leurs en 1980, dans une Amérique complètement changée, au moment où la contre-culture s'effondre. Tant mieux pour eux, ils ne l'aimaient pas. Mais l'Amérique qu'ils traversent leur est encore plus étrangère, encore plus hostile. Ils s'en rendent compte parce ce sont des monomaniaques, mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas schizophrènes. Alors, ils espèrent néanmoins passer le flambeau à un jeune adolescent qu'ils ont sous leur aile. Ouais. Voilà. Et le rite de passage sera le convoi des cendres de Don Creux, qui donne son nom. Effectivement, ils sont vieillissants, ils sont nostalgiques de cette époque. Oui. Et il y a ce jeune Jérémia qui va en effet être celui qui est peut-être en mesure d'assumer l'héritage, de le transmettre, etc. Alors peut-être préciser que votre livre est truffé de musique. Oui. Moi, j'ai découvert beaucoup de références, notamment dans la soul, que je ne connaissais pas, et je vous en remercie. C'est une super ouverture. Merci. Je revenais sur le côté picaresque, sur la drôlerie, en fait. Ce que on n'a pas rajouté, c'est que
le trio, pour emmener Jérémia dans ce périple, il faut l'arracher aux griffes d'un personnage. J'aimerais qu'on en parle de ce personnage, Hildegarde. Oui, Hildegarde. Elle est la tutrice de Jérémia, ce jeune adolescent, et elle est la demi-sœur de l'un des voyageurs, Sredsveng. C'est une femme, elle est témoin de Jéhovah. C'est une femme avec des principes religieux très stricts et qui a élevé Jérémia dans l'ignorance des choses sensuelles et matérielles. Et le voyage sera l'occasion pour Jérémia de s'initier à ce monde sensuel et matériel, à toute cette opulence que la religion lui avait masquée. Ouais. D'où vient ce prénom, Hildegarde ? Hildegarde, on en a parlé, mais oui, l'origine est assez. Ça vient du Crime de l'Orient Express, qui est un roman qui est très 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 loin de ce que je fais. Oui, c'est le prénom de la femme de chambre de la princesse Dragomirov. J'ai toujours trouvé que c'est un superbe prénom, puis qui a un côté un peu plateau de jeu, un peu Cluedo, et qui flatte un peu mon goût pour les personnages un peu lisses et sans épaisseur. J'aime bien ça, moi, les personnages cartes. Vous disiez tout à l'heure que c'est un tableau de l'Amérique des années 80, c'est aussi, mais qui fait quand même beaucoup écho à ce qu'elle est aujourd'hui, quand même, moi, notamment la présence de la religion. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis plutôt obnubilé par l'histoire culturelle. Le reste, l'histoire sociale, je m'en fous un peu. Enfin, l'histoire politique, tout ça, c'est vraiment pas mon rayon. Je peux citer un passage de votre texte si vous voulez, quand Randall Webb fait un discours dans le bistrot, vous vous souvenez ? Il dit ça, oui au peuple dans la fiction, pour le reste qu'il aille se faire foutre. Absolument. C'est votre sentiment ? C'est celui de mon personnage, oui. Le mien, je le réserve, mais enfin, il m'arrive d'être... il m'arrive de penser comme ça, oui, bien sûr, oui. Bon. Pour finir, est-ce que votre roman, c'est une sorte d'hommage à nos fidélités, à ce qu'on a été ce qu'on a aimé quand on était jeune ? Disons que c'est le meilleur moyen de traverser une vie sans encombre. Quoi qu'on pense de la valeur des idéaux de notre jeunesse, même si on s'aperçoit que tout ça s'est évanoui, n'a plus d'importance, il faut une bonne dose d'illusion. Et il faut, conserver une certaine loyauté, à demi aveugle. C'est plus simple que de claquer la porte. Enfin, je pense qu'il faut s'étourdir d'illusions, c'est pas mal pour traverser la vie. Ouais, je recommande. Ouais. J'ai envie de préciser encore que entrer dans ce roman, c'est entrer dans un monde vraiment singulier, dans une langue aussi, qui cultive une forme, vous le disiez hier soir, d'académisme assumé. Très belle langue, expressive, etc. Et en tout cas, un univers qui n'appartient qu'à vous. Pour ce qui est de la langue, comme de manière le roman picaresque, vous en parliez au début, mais je voulais aussi une langue, la langue un peu solennelle, un peu pompeuse de l'épopée, mais minée par l'humour, par l'ironie. Mais je voulais quelque chose d'un peu ronflant, mais pas trop. Donc il fallait que j'aille vers cette langue académique, qui de toute manière celle que je préfère en plus. Je suis pas les expérimentations langagières, c'est pas ma tasse de thé. Non. Merci Jonathan Baranger. Alors, en termes d'écriture, Antoine Choplin, autant dire qu'on est à l'opposé. On est à l'opposé de l'écriture de Jonathan, extrêmement foisonnante, extrêmement baroque, etc. On retrouve quelque chose qui est chez vous de l'ordre de l'économie, de la modestie, du minimalisme, etc. Mais en tout cas aussi une traversée, un parcours d'un groupe humain. Et alors autant le texte de Jonathan est très situé dans le temps, avec des dates précises, avec des lieux connus, repérables. Je vais d'ailleurs voir sur Google Maps certains lieux de votre roman. Autant chez vous, Antoine, on ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est. Donc peut-être il y a ce flou. Simplement 4 hommes au début, Gary, Emmett, Jemar et Saul, qui veulent sortir, qui sortent d'un camp. Peut-être un premier commentaire sur cette absence de situation spatiale et temporelle.
j'ai envie d'un avant-commentaire. Bonjour à tous. Je suis en train de me dire que si je faisais partie des organisateurs de cette manifestation, je t'imposerais un contrôle antidopage à la fin de la journée. C'est quand même pas normal que tu arrives à sortir sans papier tous ces noms, que tu cites des auteurs en leur demandant s'ils se souviennent de ce que tu es en train de leur dire qu'ils ont écrit. C'est quand même quelque chose d'un petit peu anormal. On me l'avait jamais faite, celle-là, Antoine. C'est bien fait. Ça fait un moment que je l'avais là, tu vois. Et puis peut-être, je vais en profiter, je voulais le faire à la fin de mon intervention, mais je vais le faire maintenant, puisque tu évoques cette communauté, puis pour revenir un peu dans le sérieux, cette communauté de 4 hommes, en l'occurrence qui va se gonfler au cœur du récit, mais qui commence avec 4 hommes, je ne peux pas ne pas penser à 4 soldats, et ne pas adresser un petit clin d'œil à Hubert Mingarelli, qu'un certain nombre de vous connaissent, que beaucoup d'entre vous ont lu, j'imagine, et qui nous a quittés au début de cette année. Voilà. Le 27 janvier. Alors oui, c'est cette expédition, cette épopée, qui est née, je pense, comme souvent dans mes textes, d'un faisceau de plusieurs choses. Je crois d'abord que j'ai écrit il y a une dizaine d'années un texte très bref qui s'appelle « Les gouffres », et qui met comme ça, dans une forme d'abstraction, cette question de l'épopée minimale. Et là, évidemment, la figure pour moi qui a été centrale en tant que lecteur de Beckett, quelque chose qui s'était imposé à l'époque et qui rôde à nouveau autour de ce texte-là, j'ai l'impression, c'est-à-dire de cette tentative de déplacement avec toutes les embûches qui peuvent se présenter, et ces ressorts minuscules qui sont souvent des ressorts profonds en même temps d'humanité qu'on peut mettre en œuvre pour que, seul, collectivement, on puisse continuer à faire un pas de plus. Et les gouffres avaient constitué peut-être une sorte d'embryon ou d'espace creuset comme ça, dans lequel j'ai eu à nouveau envie de travailler, cette fois de creuser un petit peu plus. J'ai été touché aussi beaucoup par la littérature des camps, que j'ai beaucoup lu, fréquenté. Et dans cette littérature-là, la littérature du retour, donc en particulier je pense à 2 textes qui sont La Trêve et La peau et les os de Georges Hyvernaud, sont des choses qui m'ont particulièrement touché. Comment on revient de ces endroits et qu'est-ce qu'on peut en dire? Et donc le début de ce texte, c'est ça, c'est-à-dire c'est un camp, mais je voulais encore une fois l'aborder d'une façon un peu ouverte, paradigmatique, c'est-à-dire non contextualisée, comme une sorte, pourrait-on dire, de parabole, ou avec ce désir de parabole en tout cas. Un camp s'ouvre, des gens éprouvés, dont on va découvrir pour certains d'entre eux, et d'une façon un peu pointilliste, dans quelle mesure ils l'ont été éprouvés, reprennent le chemin, tentent de reprendre la route vers un endroit que j'appelle le Nord-Est, qui évoque pour un certain nombre de ces personnages un endroit, un lieu à atteindre, sur lequel pèse un certain nombre d'incertitudes. On sait qu'à une époque, cet endroit a été mieux que fréquentable, c'était un lieu dans lequel il faisait bon vivre, mais 20 ans, une génération peut-être environ s'est écoulée, et donc on ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui. C'est un peu la seule chance de trouver, en tout cas dans ce monde qui a été dévasté par une sorte de passage néfaste, voilà, sur lequel rien n'est dit, mais en tout cas qui a été dévasté, les hommes ont été abîmés, retrouver quelque chose, ça se passe peut-être là-bas au nord-est. Et puis la dernière chose, tu l'as évoqué, c'est le franchissement obligatoire. Ça aussi, ça peut fonctionner, si on veut, comme une sorte de parabole de la montagne. Voilà, là où un certain nombre de ces hommes fatigués, hommes et femmes, attendent d'hypothétiques camions qui les emmèneront peut-être vers, un certain nombre d'entre eux, en nombre limité, vont décider de partir à pied à travers la montagne. Donc c'était aussi, pour le montagnard que je suis, l'occasion de travailler aussi sur ces paysages. Oui, tout à fait. Alors, parabole, et en même temps, il y a une tentative réussie, je trouve, de singulariser chacun de ces personnages, de ce groupe. Gary est une sorte de leader, de premier de cordée, de chef de cordée, un peu
il en impose quand même. Il a une forme d'autorité. Et après, il y a ces 3 personnages, Jamar, Emmett et Saul. J'ai envie de m'intéresser à Emmett parce que c'est un peu le foufou de la bande. Il n'a pas connu l'avant. Il connaît que cette période-là. Et il représente d'une certaine façon une forme de fraîcheur, de naïveté. Il questionne beaucoup, il interpelle, il essaie de provoquer la parole aussi. Donc il y a lui, Emmett, et puis à l'opposé, il y a Saul, celui qui ne parle pas. Et alors, il y a cette différenciation des personnages, de manière à leur donner une singularité. Puis, au fil du texte, vous allez nous donner, comme ça, quelques éclairages de l'histoire. Et notamment, je ne la dirai pas ici ce matin, l'histoire de Saul, qui est très poignante, puisque c'est une histoire autour de la parole. Autour de la parole et de la trahison, en fait. Voilà. Donc, et par rapport au gouffre, en effet, qui était un texte, comme vous dites, plus beckettien, je trouve que là, il y a un romanesque plus affirmé, je trouve. Oui, et tout l'intérêt, c'est effectivement, enfin tout l'intérêt, c'est pour moi la chose qui reste centrale en dépit de tout, et de ce qu'on peut se raconter comme résonance contemporaine. La question, par exemple, du déconfinement était quelque chose qui m'a totalement sidéré. C'est un texte que j'ai achevé en 2019, et puis on réalise tout d'un coup qu'on va publier en 2020 un texte qui parle d'un déconfinement, c'est-à-dire de gens qui sont à un moment réappelés sur le chemin. Mais au-delà de tous ces éventuels fils qu'on peut tisser, c'est la question juste des gens, des hommes et des femmes, puisqu'il y a une femme en particulier qui a un rôle très, très fort, qui va arriver un petit peu plus tard dans le récit, mais qui sont-ils ? Enfin, c'est quoi leur histoire ? Alors, sans jamais faire de psychologie, c'est en restant à quelque chose qui restera strictement phénoménologique, enfin assez strictement phénoménologique dans la façon de les appréhender à travers ce qu'ils montrent, à travers ce qu'ils font entendre comme parole, et sans jamais aller fouiller comme une sorte de démiurge dans ce que serait une forme de psychologie ou des choses qui sont compliquées, comme dans la vraie vie d'ailleurs. Et oui, Emmett, je l'aime bien celui-là, mais je les aime tous, mais Emmett, c'est peut-être celui qui est le plus consanguin avec mes archétypes de personnages que j'aime bien mettre sous cette emblème baudelairienne quand il disait le génie, c'est de savoir convoquer l'enfance à volonté. C'est-à-dire cette forme de naïveté plus ou moins conscientisée, assumée, mais qui en fait font de ces personnages quelque chose qui les incite concomitamment et dans la même seconde à pouvoir se rebeller ou s'émerveiller dans l'univers dans lequel ils sont. Emmett fait vraiment partie de cela. Et Saul, oui, mais je n'ai pas envie d'en dire plus. Oui, il ne faut pas en dire plus. Il est lui-même muet ou presque. Ouais. Peut-être dire quand même que ceux qui connaissent bien votre œuvre ne seront pas étonnés de voir que l'art, il joue aussi un rôle important sous plusieurs formes, le livre, mais le dessin aussi, le patrimoine, la richesse. Et donc il y a un personnage qui dessine pour conserver la mémoire des pétroglyphes. Voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis cette femme, effectivement, qui a sacrifié sa chevelure contre un livre. Voilà, donc ça aussi, c'est des thèmes qui vous intéressent. Dans Partiellement nuageux, par exemple, le dopage, j'irai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Il y a un personnage qui évoque... ça y est, j'ai perdu le fil, du coup, excusez-moi. Oui, le dessin. Il y a le dessin aussi dans Partiellement nuageux. Il y a le poème. Votre personnage, il dessine, etc. Il faut garder la trace des choses belles du monde. Oui, c'est des choses qu'on peut comme ça quêter. Alors ça, par exemple, sur cette question des pétroglyphes, c'est-à-dire des sculptures dessinées sur des pierres, j'ai rien inventé. Enfin, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui s'était produit effectivement en Tchétchénie, et pendant notamment les 2 guerres de Tchétchénie à la fin du XXe siècle, les dernières années, au début du XXIe, les Russes allaient jusqu'à martyriser ces œuvres, c'est-à-dire faire dynamiter ces cailloux qui portaient ces empreintes
empreintes de la culture tchétchène sur quelques reliefs ou montagnes caucasiennes. Et donc, voilà, il y avait effectivement, j'ai eu connaissance d'un certain personnage dont je me suis inspiré pour ce Rouslan, qui, avec une feuille de dessin, tâchait de récupérer ce qui était encore visible de ces œuvres-là. Merci à tous les deux. Merci Antoine Choplin et merci Jonathan Baranger.